paradigme ou mode. Et je vous annonce tout de suite que je plaiderai pour la thèse du paradigme. Non sans précaution, non sans réserve, non sans un certain nombre de nuances, mais quand même, je voudrais essayer de vous montrer, ce sera l'objectif de ma présentation, je voudrais essayer de vous montrer que l'ardoise numérique, venant avec un certain nombre d'autres dispositifs techniques, est porteur et en même temps est porté par un changement de paradigme. Ce que je voudrais vous proposer ici, c'est en fait une lecture un peu plus large, ou en tout cas une lecture englobante par rapport aux approches traditionnelles qui peuvent être portées ou qui sont déjà portées sur la question des ardoises numériques et de leurs usages. Et à travers cette lecture un peu plus large, que j'appelle une lecture paradigmatique, je pense, ou du moins j'espère, introduire aux 3 sous-thèmes de ces journées, ardoise numérique et ressources multimédia, ardoise numérique, usage individuel et ou collectif, et enfin, ardoise numérique et lieu de culture. Cette lecture paradigmatique que je vais vous proposer se déclinera en 3 points. Le premier, pour essayer de voir comment elle se situe, comment cette approche paradigmatique se situe par rapport aux lectures ordinaires et comment elle les englobe, elle les inclut. Un deuxième point, pour essayer de vous expliquer comment l'application du modèle paradigmatique à la question de l'ardoise numérique et de ses usages, pourquoi elle est pertinente et ce qu'elle peut produire. Et enfin, troisième point, pour essayer d'aborder quelques aspects liés aux enjeux des usages paradigmatiques de l'ardoise numérique. Premier point, donc, qu'est-ce que les analyses ordinaires peuvent nous dire ou nous disent déjà des usages des ardoises numériques? Éclairage de la recherche, en quelque sorte. Il me semble que l'ardoise numérique peut être appréhendée de 3 points de vue, sous 3 modalités. La première, c'est que l'ardoise numérique, vous le savez, ça a d'ailleurs été dit ce matin, l'ardoise numérique, c'est une innovation technique au départ. Pas que technique, mais c'est d'abord une innovation technique. Ensuite, c'est un outil pédagogique, et enfin, c'est un dispositif de communication. Et si vous voulez, je vais essayer de reprendre chacun de ces 3 points. En tant qu'innovation technique, l'ardoise numérique est passible de tout un ensemble de questionnements relatifs aux conditions de la diffusion, du succès ou éventuellement de l'échec de toute nouveauté en général, quelle qu'elle soit, et en l'occurrence de l'ardoise numérique dans des contextes éducatifs. Premier exemple d'un type de questionnement de ce type, qui est de savoir pourquoi et comment des usages naissent ou ne naissent pas. Question intéressante et récurrente dans le champ de la recherche en sciences humaines et sociales, qui devrait me conduire, ou qui va me conduire à vous expliquer qu'en gros, nous disposons de 3 grands modèles explicatifs autour desquels les autres explications tournent, mais je pense que ce sont ces 3 modèles qui structurent le champ. Et j'ajouterai d'ailleurs qu'un des problèmes que vous constaterez vous-même, c'est que on pourrait penser que ces 3 modèles s'excluent. Mon hypothèse sera qu'ils ne s'excluent pas si justement on développe une approche paradigmatique. Le premier modèle nous vient du diffusionnisme. C'est une théorie très connue, qui est probablement encore aujourd'hui la théorie dominante aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, qui est fort implantée en France, mais sans qu'on connaisse toujours ses auteurs. Ces auteurs, c'est par exemple Everett Rogers, mais des francophones ont repris les thèses de Everett Rogers, par exemple Thierry Bardini. Pour dire les choses rapidement, la thèse du diffusionnisme, c'est-à-dire la thèse de la théorie qui cherche à expliquer comment les innovations se diffusent dans le corps social, la thèse du diffusionnisme, c'est qu'il est inutile de chercher à favoriser des changements individuels pour que, au fur et à mesure et par addition,
ces changements individuels face à un changement collectif. En réalité, ce qu'expliquent Rogers et tous ceux qui s'autorisent de ces thèses, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est le changement collectif qui organise le changement individuel. Autrement dit, il faut changer la norme collective d'un groupe, il faut que la représentation sociale, que par exemple le corps des enseignants se fait de lui-même, il faut que cette représentation-là change pour que du même coup, chaque enseignant se mette à changer. Autrement dit, nous avons ici la version, je dirais, psychosociologique de ce que la théorie économique nous dit quand elle parle des externalités positives, des externalités de réseau, c'est-à-dire que plus il y a d'utilisateurs d'ardoises magiques, plus les non-utilisateurs sont incités à les rejoindre et donc à devenir utilisateurs. Version prosaïque, il pleut toujours ou c'est mouillé. Deuxième modèle, deuxième schéma interprétatif pour rendre compte des conditions dans lesquelles des innovations sont adoptées, c'est le modèle dominant en France, de la sociologie, en tout cas, modèle sociologique dominant en France, et qui est probablement ce que les étrangers connaissent le mieux de notre sociologie française. C'est le modèle qu'on appelle le modèle de la traduction, ou plus récemment d'ailleurs, la théorie de l'acteur réseau. Et vous connaissez sans doute au moins deux noms. Les protagonistes de ce courant, ce sont des gens comme Bruno Latour, Michel Calon ou Madeleine Acriche. La thèse de la théorie de la traduction, c'est que plus une innovation est vide, c'est-à-dire moins une innovation a de contenu, moins elle a de fonctionnalités définies à l'avance, plus elle a de chances d'attirer des alliés qui vont venir nourrir cette innovation, et plus elle attire des alliés qui sont donc désireux de donner un contenu à cette innovation, plus ce faisant, elle retire d'alliés à une innovation concurrente, qui du même coup se voit privée de ses alliés et qui est vaincue par l'innovation de départ. Autrement dit, paradoxalement, moins une innovation est riche, plus elle a de chances de gagner. Et Bruno Latour a démontré cela dans plusieurs cas, et en particulier le cas célèbre, il en a même fait un livre qui s'appelle Aramis ou l'amour de la technique, dans lequel il montre que sont face à face deux innovations. D'une part, le VAL, une vague idée de métro automatique, et d'autre part, un magnifique, extraordinaire projet d'ingénieur, Aramis, un métro automatique, lui aussi, entièrement défini, et que le monde va nous envier. Le problème, c'est qu'Aramis est trop bien fait, parfait, trop parfait, et que, étant parfait, il se prive des concours qui lui sont nécessaires pour être adopté par les institutions, les collectivités, les ministères, les corps des ingénieurs, qui vont faire, au contraire, la force du VAL. Et vous savez la suite, Aramis a roulé en tout et pour tout sur 800 mètres, à titre de prototype et expérimental, alors que le VAL, lui, est répandu dans toutes les grandes villes du monde. Imaginez donc une ardoise numérique, simple projet, auquel la tutelle, le ministère, les collectivités, les associations d'enseignants, des sociétés savantes, se rallieraient en lui donnant du contenu, pense que ce projet-là aurait plus de chances de passer réellement dans les usages qu'un projet tout fait serait-il porté par Apple. Troisième modèle explicatif, l'interprétation par la coïncidence du cadre de fonctionnement et du cadre d'usage. Nous devons cette théorie notamment, entre autres, à Patrice Flichy, avec cette idée sous-jacente qu'une innovation résulte de la coïncidence, et qui est en fait quasi fortuite, entre une mutation industrielle et une mutation sociale. Par exemple, les tendances industrielles favorisent la miniaturisation, la mobilité. De l'autre côté, les logiques sociales favorisent l'intensification des pratiques informatiques et la personnalisation de ces pratiques. Et du même coup, à un moment donné, à un moment miraculeux, se produit la rencontre des deux. Les marchés se créent, les usages se développent. Et il faut donc cette coïncidence, au sens étymologique du terme, cette rencontre, pour qu'une innovation prenne. Avant, c'est prématuré. D'extraordinaires outils n'ont jamais trouvé preneur.
après, c'est trop tard. C'est au moment privilégié et miraculeux que les choses se passent. Sans m'étendre davantage sur chacun de ces trois modèles interprétatifs, je voudrais vous faire observer que, en dépit des apparences, leurs explications respectives ne s'excluent pas forcément. En réalité, leurs explications se situent à des niveaux différents. Le premier niveau, avec le modèle diffusionniste, vaut en effet pour les organisations, par exemple un établissement, un collectif d'enseignants. Le deuxième niveau, avec le modèle de la traduction, rend compte des stratégies des firmes et des institutions. Quant au troisième niveau, il se situe au niveau sociétal. Et je voudrais aussi vous faire observer que pour hiérarchiser ces niveaux, c'est-à-dire pour comprendre que localement une innovation peut ne pas prendre, alors qu'au niveau macro, elle prend, ou l'inverse, eh bien pour hiérarchiser ces interprétations, il faut une vision transversale, donc une vision paradigmatique, cette vision paradigmatique dont je vous parlerai tout à l'heure. Avant cela, je voudrais quand même encore vous indiquer quelques autres questions sur lesquelles la recherche a probablement des choses à nous apprendre. J'en évoquerai deux. La première, c'est la question suivante. Comment des innovations, et le problème a été posé ce matin, notamment par la question venant de la salle, mais aussi par les conférenciers, comment des innovations comme l'ardoise numérique peuvent-elles se développer à l'articulation en combinant des injonctions contradictoires qui sont les consignes ministérielles, disons, enfin les consignes de la tutelle, et puis de l'autre côté, les pratiques de terrain. Et là, je pense que le schéma qui a été présenté, entre autres, je donne des noms juste comme référence, comme balise, mais en réalité, il y a toutes sortes de communautés, il y a beaucoup de communautés de chercheurs derrière ces noms-là, mais il me semble que le schéma de Bonamy et Garand est assez précieux, qui distingue en fait deux logiques. La logique bureaucratique, la logique administrative, et d'autre part la logique professionnelle, et qui en décrit les chassés-croisés en montrant que chaque acteur, qu'il s'agisse des représentants de l'administration ou qu'il s'agisse des professionnels de terrain, donc chaque acteur a, tour à tour, et selon les circonstances, intérêt à solliciter, intérêt à mobiliser l'une ou l'autre de ces deux logiques. Imaginons, c'est une pure imagination, imaginons que Jean-Yves Capul, Gilles Braun ou Catherine Becchetti-Bizot ou bien Jean-Louis Durper, représentants de la tutelle, viennent vous voir et vous disent « Écoutez, nous, au ministère, on pense que l'ardoise numérique, c'est utile. Mais c'est à vous d'inventer les usages. Vous avez carte blanche. » Bel exemple de conversion de l'administration au discours de la logique professionnelle. Mais à l'inverse, imaginons, mais c'est encore pure imagination, imaginons que tel ou tel d'entre vous, peu désireux de céder à l'injonction ministérielle, rétorque à Gilles Braun, Catherine Becchetti, Jean-Louis Durper, etc. « Écoutez, nous, enseignants, nous faisons ce que la hiérarchie nous dit de faire. Or, l'ardoise numérique ne figure pas dans les consignes officielles, donc nous ne l'utilisons pas. » Eh bien, cette fois, c'est la logique administrative qui prévaut sur la logique professionnelle et qui, en fait, émane des professionnels eux-mêmes. Il faut donc suivre de près, de très près, c'est d'ailleurs ce que fait cette branche de la sociologie qu'on appelle la sociologie des organisations et dont un des pères est Michel Crozier, il faut donc suivre de très près ces usages alternés des logiques professionnelles et des logiques bureaucratiques ou administratives pour comprendre de l'intérieur comment les innovations naissent et se développent, ou au contraire, comment elles restent éternellement dans les limbes ou dans l'enfer. Deuxième question, pour en finir avec cet aspect relatif à ce que la recherche peut apporter à une question comme celle des usages de l'ardoise numérique en tant qu'innovation. Quel est le poids ou quelle est l'influence des pressions exogènes, des pressions de la société hors de l'école, sur les usages dans l'école? On pourrait d'ailleurs également poser la question à l'inverse, car, vous le savez, l'école joue un rôle de prescripteur des usages sociaux. Une des raisons pour lesquelles je travaille en parallèle sur les industries culturelles et les industries éducatives, c'est parce que je constate que de l'une à l'autre, il y a des passages permanents.
en lice deux théories contradictoires. La première, qui soutient que les pressions exogènes contraignent ou finiront par contraindre l'école à intégrer les outils et les médias de la société. Et c'est la thèse qui est défendue par tous les pairs de la technologie éducative avec un T majuscule pour dire que c'est un courant, et en particulier Wilbur-Schramm, évidemment, mais Skinner, les machines à enseigner, ou Otto Peters, par exemple. La seconde théorie insiste au contraire sur le fait que, par définition, l'école est un sanctuaire et qu'à ce titre, elle résistera à Internet et au web comme elle a résisté au cinéma et à la télévision. Et c'est, par exemple, la thèse de Larry Cuban qui a été reprise et popularisée en France par des collègues et des chercheurs comme Georges-Louis Baron et Éric Bruyard. Alors, difficile, vous vous en doutez, de concilier à nouveau ces deux thèses, sauf à considérer qu'en fait, là encore, elles se situent à des niveaux différents. Avec la première, les pressions exogènes ont des conséquences, mais sur la très longue durée. Et de ce point de vue-là, qui peut nier qu'en 30 ans, le mobilier audiovisuel, informatique, multimédia, les technologies modernes, comme on disait dans les années 60, qui peut nier que ce mobilier-là a considérablement envahi les salles de classe, mais en même temps, à l'inverse, sur la courte durée, on peut bien observer, en effet, ces technologies qui font un petit tour et qui s'en vont, ces marées montantes et descendantes, ces modes dont Catherine nous parlait tout à l'heure. Chacune des deux réponses aurait donc sa validité, mais pour les agencer les unes par rapport à l'autre, l'une par rapport à l'autre, il faut, me semble-t-il, de nouveau, cette approche paradigmatique dont je voudrais vous parler. Deuxième coup de projecteur en provenance des approches ordinaires, l'ardoise numérique, ce n'est pas seulement une innovation technique, c'est aussi un outil pédagogique, et qui est passible, à ce titre, de toute une série de réflexions et d'analyses relevant des sciences, j'allais dire de l'éducation, mais au sens large, des sciences qui s'intéressent aux faits éducatifs. Par exemple, la question qui a été posée ce matin, et qui revient en permanence, celle de l'articulation entre l'individuel et le collectif. C'est un problème central dans la pédagogie moderne au sens vrai du terme, c'est-à-dire la pédagogie qui commence dans les années 1680 et qui se développe beaucoup tout le long du XVIIe et du XVIIIe siècle. Tout apprentissage est un auto-apprentissage, disait Louis Porcher, mais tout apprentissage est social, suppose les autres, ajoute ou complète les sociocognitivistes en s'autorisant des travaux de Vygotsky. La question, c'est donc de savoir ici comment, sur l'ardoise numérique, peut se retrouver ou peut s'articuler le sujet et le groupe, l'individuel et le collectif. Nous savons, à la lumière de certaines des expériences qui ont été évoquées tout à l'heure, nous savons que, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, que les élèves ne se mettent plus devant la tablette, comme on le faisait pour l'ordinateur, mais ils se mettent autour d'elle. Et évidemment, ils sont encouragés à cela par le fait que l'écran mobile peut passer de la verticale à l'horizontale selon la disposition de l'ardoise. Mais plus fondamentalement, c'est aussi la question du statut de l'ardoise numérique qui est posée entre bibliothèque personnelle transportable, logbook à usage intime, presque journal personnel, terminal de communication pour échanger avec les autres, accès aux ressources du grand monde, etc., etc. Autre question encore, celle de l'efficacité et du rendement de la tablette. Je suis désolé de devoir vous ramener à des choses si prosaïques, mais enfin, la question, c'est quand même de savoir d'abord combien ça coûte, mais surtout en termes de coût-opportunité, si l'argent qui est mis ou qui va être mis sur les tablettes est bien dépensé pour elles, ou s'il ne serait pas plus opportunément dépensé pour d'autres projets, pour d'autres réalisations. Et là, de ce point de vue-là, cette question, qui est la question irritante par excellence,
Cette question appelle des réponses difficiles, nuancées. Par exemple, les travaux de Daniel Peraya ou de Bernadette Charlier, et puis ceux plus anciens de Jean Allac et ceux de l'Irédu, par exemple, ont toujours montré qu'on ne peut pas imputer, il est difficile, voire impossible, d'imputer à tel outil en particulier tel résultat. Et on n'est pas comme en agronomie de l'input à l'output. Il y a beaucoup d'effets, de facteurs complémentaires. Mais enfin, on ne peut quand même pas s'empêcher de penser qu'il en va de même dans l'éducation que dans les autres activités sociales, et en particulier la médecine. L'efficacité d'une activité croît avec l'intensification de son instrumentation. Et permettez-moi d'ajouter, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de le faire en finissant, permettez-moi d'ajouter que l'instrumentation dont les enseignants sont dotés est aussi un facteur considérable de revalorisation professionnelle. C'est ainsi que les choses se sont passées, j'y reviendrai peut-être, au XIXe siècle, lorsque les instituteurs ont été dotés de cet outil qu'ils étaient seuls à savoir utiliser et qui a fait leur reconnaissance sociale, à savoir le manuel scolaire. Autre question encore, et je m'en tiendrai à celle-ci, comment l'ardoise numérique articule-t-elle des modes pédagogiques différents, par exemple entre pédagogie appropriative et pédagogie transmissive, sachant d'ailleurs que les deux ensembles de pédagogie sont à nuancer. Il y a toujours de l'appropriatif dans le transmissif et il y a nécessairement du transmissif dans l'appropriatif. Mais là, je pense qu'on peut encore s'attendre à de très intéressantes questions de la part notamment des écoles piagétiennes ou néo-piagétiennes, ce qui montre qu'en particulier, tout apprentissage est fait alternativement d'acquisition de connaissances et de schématisation, c'est-à-dire de mise en ordre des connaissances à la faveur d'un schème qui se transforme au fur et à mesure que des informations nouvelles l'obligent à s'enrichir. C'est la dialectique, en quelque sorte, entre l'inné et l'acquis. Et on peut penser justement que la dimension objectivante des outils et des médias éducatifs, c'est-à-dire cette obligation dans laquelle les outils et médias éducatifs mettent les utilisateurs de réfléchir à ce qu'ils font en même temps qu'ils le font, on peut penser que cette dimension réflexive contribue fortement à cette dialectique de l'inné et de l'acquis. Et de ce point de vue-là, je voudrais juste, pour mention, citer un petit texte de Catherine Becchetti-Bizot qui est paru dans les dossiers de l'ingénierie en 2009, dans lequel, justement, Catherine explique comment le fait de travailler, alors je pense qu'il s'agit du traitement de texte en l'occurrence, mais le fait de travailler au traitement de texte oblige celui qui travaille au traitement de texte à réfléchir à ce qu'est le texte. Troisième éclairage, l'ardoise numérique, c'est une innovation technique, passible des coups de projecteur que je vous ai suggérés. C'est un outil pédagogique sur lequel se concentrent quelques-unes des problématiques que je vous ai évoquées, mais c'est aussi un dispositif de communication. Et en tant que tel, les questions en jeu sont par exemple de savoir ce que les écrans font aux écrits. Et là, je reprends la passionnante problématique des écrits d'écran d'Yves Jeanneret et d'Emmanuel Souchier, et qui consisterait par exemple à examiner quel est le statut de l'écrit autorisé par ces drôles de machines, il a été dit tout à l'heure ces objets pédagogiques non identifiés, que sont les ardoises numériques, ou bien ce qu'implique cette raison graphique au sens de l'anthropologue Jacques Goudy, auteur passionnant. Et qu'est-ce qui se passe quand le texte n'est plus pris en charge par un support qui se déroule, comme dans le volumen qui empêche de prendre des notes, car quand vous avez les deux rouleaux, quand le romain ou le grec a les deux rouleaux, il ne peut pas prendre de notes, les deux mains occupées par les rouleaux. Un texte qui ne se lit pas de page en page, comme le livre, mais un texte qui se déplie comme un Leporello, comme un Millettré. Et sur ce point, nous disposons de quelques éléments, mais qui ne sont encore que des intuitions. Manquent encore les recherches, les intuitions, par exemple, de Chartier, qui explique que la coexistence, qui ne sera pas, je cite Chartier, qui ne sera pas forcément pacifique entre les deux formes du livre, pose aussi le problème des trois modes d'inscription et de communication des textes, l'écriture manuscrite, la publication imprimée, la textualité électronique. Autre question, quelle est la nature de ce dispositif du point de vue des formes de communication qu'il autorise? Et de ce point de vue-là, les travaux d'un chercheur qui était le père de Marshall McLuhan, Harold D. Innis,
des chercheurs de Toronto, sont très intéressantes. Innis explique que les médias se décomposent en deux grandes familles, ceux qui ont une grande capacité de pérennité dans le temps, hein, la pierre, par exemple, la pierre gravée, et puis ceux qui ont une grande capacité d'extension dans l'espace, par exemple la radio. Et la question, ça serait de savoir quel est le régime de l'ardoise numérique. Entre la grande stabilité dans le temps, il y a de la stabilité dans le temps, on ne peut pas le nier, il y a même une très grande stabilité dans le temps, et en même temps la grande mobilité dans l'espace. Est-ce que l'ardoise numérique ne viendrait pas, d'une certaine manière, brouiller les frontières entre les deux? Il me semble que toutes ces interrogations, que je pourrais encore allonger, mais je suis certain que je lasserai votre patience, que toutes ces interrogations, en fait, renvoient de façon plus fondamentale à la question de l'insertion de l'ardoise numérique, non seulement dans la panoplie des autres systèmes techniques, mais encore dans l'équilibre des dispositifs technico-pédagogiques et, en fin de compte, dans les tentatives visant à instaurer ce qu'on pourrait appeler un nouveau régime de scolarité, c'est-à-dire un paradigme. Et ce faisant, j'en viens à mon deuxième volet, qui, comme le troisième d'ailleurs, sera plus court que le précédent. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? Je vais partir de la question suivante. Comment se fait-il qu'à partir, en gros, 1660, on se met à enfermer les fous? Alors que, avant, c'est-à-dire au Moyen-Âge et sous la Renaissance, on les laissait courir en liberté, on les montrait, on leur donnait même parfois une place de choix, en leur prêtant une fonction divinatoire, une aptitude salutaire à dire la vérité. La vérité sur les hommes, sur les pouvoirs, sur la société, le bouffon. Autant d'honneur que l'âge classique refuse aux fous. Comment se fait-il donc qu'en l'espace de 2 ou 3 décennies, et jusqu'à aujourd'hui, on enferme les fous, alors qu'avant, on les laissait en liberté? La réponse que Michel Foucault apporte à cette question, dans son Histoire de la folie, c'est, en schématisant beaucoup, hein, et je prie Michel Foucault, là où il est, de m'excuser pour la caricature que je vais donner de sa réponse. Mais la réponse qu'il apporte, c'est que la folie apparaît désormais comme le symbole de l'oisiveté, et que l'oisiveté, c'est la mère de tous les désordres. C'est l'opposé du travail, de la production. Et l'enfermement des mendiants et des fous est alors une réponse à la crise économique qui frappe à cette époque-là l'Occident, mais c'est aussi et plus fondamentalement une illustration de la nécessité de rendre utiles tous les membres, tous les éléments, toutes les composantes de la société. Il faut que la société et ses composantes travaillent. Il faut qu'elles produisent. La société se transforme, comme le dira un peu plus tard Saint-Simon, se transforme en un atelier. Et le meilleur fonctionnement de la société, c'est en fait l'usine naissante. Le travail apparaît donc comme un exercice éthique, une garantie morale, c'est le vecteur de l'utilité sociale, c'est le creuset du vivre ensemble, ce va devenir une affaire d'État, on va faire des lois pour enfermer les fous, le travail va devenir le ciment de l'organisation sociale, symbole de la valeur dominante, qui est la valeur de la production. Autrement dit, cette valorisation de la production comme norme sociale procède, ni plus ni moins, de l'invention de l'industrialisme du XVIIIe siècle. Et c'est ce paradigme industriel qui, qu'on le veuille ou non, gouverne encore aujourd'hui nos sociétés. Alors, une remarque, le travail que Michel Foucault a fait sur les fous pourrait être fait sur les élèves. Car au même moment, on enferme aussi les élèves. Peut-être apercevrez-vous la fonction systémique du paradigme. Le paradigme est le lien qui donne sa cohérence à un ensemble de représentations, de pratiques, de normes, de règles, d'usages, qui s'imposent aux acteurs même lorsqu'ils n'ont pas l'impression que ces règles et ces usages s'imposent à eux, et qui s'imposent en tant que modèle dominant, ce que Foucault appelle aussi, du nom grec, l'épistémès, c'est-à-dire un ensemble de savoirs ou de représentations partagées, qui d'ailleurs n'exclut pas des modèles oppositionnels. Hein. Tout le monde n'a pas été pour l'industrie au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle.
En m'appuyant sur cet exemple de ce qu'est un paradigme, je vais essayer maintenant de m'interroger avec vous sur l'application de ce paradigme à l'éducation. On pourrait appeler d'une certaine façon le paradigme productif ou technologique de l'éducation et voir dans quelle mesure l'ardoise numérique s'inscrit dans ce paradigme et dans quelle mesure elle l'infléchit ou le transforme un peu. Paradigme technologique de l'éducation. Savez-vous que le manuel scolaire est récent? Le manuel scolaire, en tant qu'ouvrage à fonction didactique, utilisé par des enseignants pour que des élèves réalisent du travail avec lui, avec cet ouvrage, date en fait de la fin du XVIIe siècle, et le véritable premier vrai manuel scolaire date en gros de 1830. Avant, on utilise des livres, pas beaucoup d'ailleurs, on utilise des livres en classe, on utilise des anthologies, on utilise des abécédaires, on utilise aussi la Bible, des contes merveilleux, Don Quichotte, des romans de chevalerie. On utilise des livres pour apprendre à lire, des livres pour s'exercer, mais on n'utilise pas de manuel scolaire. L'invention du manuel scolaire, c'est en fait la Révolution française qui veut un livre national, un livre pour éduquer à la nation, et c'est en fait la réalisation, non pas d'un révolutionnaire, mais de Guizot, François Guizot, ministre de la monarchie de Juillet, qui va mettre en pratique ce que les révolutionnaires avaient rêvé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère Guizot commande, entre 1833 et 1836, plusieurs centaines de milliers de manuels, de livres scolaires. Par exemple, le premier livre de lecture, Hachette, c'est d'ailleurs le succès d'Hachette, les prodromes de la maison Hachette, le premier livre de lecture est tiré à 1 million d'exemplaires en 3 ans. À quoi s'ajoute, en même temps que le manuel scolaire, le tableau noir. En 1851, une enquête montre que toutes les écoles primaires ont un tableau noir. Elles n'en avaient pas avant 1830. S'ajoutent aussi les cahiers d'écoliers, des cahiers d'ailleurs que les écoliers cousent eux-mêmes, les stylos plumes, et puis cette ardoise, qui n'est pas numérique, même pas encore magique, l'ardoise noire que vous connaissez. On voit donc toute une panoplie d'outils et de médias se cristalliser autour du manuel scolaire. Pour quelles raisons le manuel scolaire et pour quelles raisons a-t-on technologisé l'éducation? Car c'est bien de technologie. Première réponse, le nombre. De plus en plus d'élèves, la nécessité. Bon, non, c'est une fausse réponse, car en réalité, la massification ou la démocratisation quantitative, comme dit Antoine Prost, la massification de l'école a suivi ce mouvement et ne l'a pas précédé. Deuxième réponse, changement de philosophie éducative. Non plus, la réponse n'est pas acceptable, ou plus exactement, pendant tout le XIXe siècle, les courants scolaires ont été partagés entre 2 grandes philosophies éducatives, par rapport auxquelles cette technologisation n'a pas pesé véritablement. La première grande philosophie, vous la connaissez, c'est l'éducation, c'est-à-dire l'inculcation d'un certain nombre de valeurs. Sous la Révolution, c'est Rabot-Saint-Étienne, c'est jusqu'à Jules Ferry, peu importe ce qu'ils apprennent, du moment qu'ils apprennent à être de bons citoyens. Et la deuxième école, c'est la deuxième philosophie, c'est l'instruction, c'est-à-dire en fait, il faut développer des compétences, des savoir-faire, et c'est Condorcet. En fait, le manuel et les autres outils et médias éducatifs ont été suffisamment plastiques pour se plier à l'une et l'autre des 2 philosophies, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que ce serait l'une ou l'autre de ces philosophies qui aurait favorisé la technologisation. Alors pourquoi cette instrumentation? Pourquoi cette technologisation de l'école? Il me semble qu'une réponse qu'il faut creuser tient au fait qu'on commence, dans ces années 1830, à penser l'institution éducative comme une organisation productive. Exactement comme, au même moment, on se met à penser la société comme un atelier, l'atelier comme une usine et l'agriculture comme une industrie. Alors le mouvement concerne d'abord l'école primaire, puis gagne progressivement le secondaire et certaines franges même de l'enseignement supérieur.
Ce tropisme productiviste est sensible, quand on lit les textes, aussi bien les penseurs socialistes de l'éducation, à commencer par Marx, qui est une magnifique illustration de cette industrialisation éducative, que chez des libéraux, comme Guizot, et chez les républicains modérés, comme Ferry ou le fameux Ferdinand Buisson, l'auteur du dictionnaire. Donc, dorénavant, l'institution éducative est un système productif. Et je suis désolé de le dire à des enseignants, nous sommes des artisans de la production, et je dirais même que d'une certaine façon, nous participons à cette industrialisation de la production. Et peu importe d'ailleurs ce que l'école produit. Elle produit des cours, elle produit des prestations, elle produit des diplômés, elle produit des compétences, elle produit des ressources, peu importe, l'important, c'est qu'elle produise. Et qu'en produisant, elle cherche, comme toute industrie, à optimiser les moyens par rapport aux fins. L'hypothèse que je voudrais développer, c'est que les ardoises numériques s'inscrivent dans ce mouvement de productivisme scolaire et que, d'une certaine façon, elles l'intensifient, mais qu'en même temps, elles lui donnent un tour nouveau. Si j'ai un tout petit peu de temps, je voudrais juste vous rappeler un élément important concernant la manière dont le manuel scolaire s'est diffusé. Il n'y a pas que la technologie qui vient avec le manuel scolaire, l'ardoise, le tableau, etc. C'est un projet politique. Guizot veut une école de la nation, c'est-à-dire, en fait, il veut une école dans laquelle les particularismes locaux s'effacent, et pour que les particularismes locaux puissent s'effacer, il faut qu'il y ait un instrument, un étalon commun, qui sera le manuel. C'est un projet pédagogique. C'est un projet pédagogique, et en particulier, il est important de savoir que, en même temps que le manuel scolaire, s'impose un mode pédagogique qui n'était jusqu'alors pratiqué que par les écoles de jésuites et par certaines écoles protestantes. Ce mode pédagogique, c'est celui que nous pratiquons tous aujourd'hui, le mode collectif et simultané. Avant, ce n'était pas ça. Avant, par exemple, à l'école primaire, chaque élève faisait dans son coin son travail et à tour de rôle allait le présenter au bureau du maître, une sorte de préceptorat collectif. Il y a un autre, d'ailleurs, il y a un autre mode pédagogique qui est en lice. Donc, préceptorat, enseignement collectif et simultané, et puis un troisième modèle, encore plus industriel, qu'on appelle l'enseignement mutuel. Un maître donne ses consignes à une vingtaine de contremaîtres qui ont chacun 30 ou 40 élèves sous leur coupe. Ainsi enseigne-t-on à 3 000, 4 000 élèves de façon simultanée. Vous trouverez dans un petit livre de Jules Verne, Paris au XXe siècle, une magnifique description de ce que sera l'école au XXe siècle sous l'enseignement mutuel. Cet enseignement mutuel a marché en France. La dernière école d'enseignement mutuel a fermé en 1880 et aux États-Unis jusqu'en 1914. Mais là, c'était trop industriel. L'enseignement collectif, du préceptorat collectif, était trop artisanal. Entre les deux, on choisit ce mode d'enseignement collectif et simultané. C'est un projet linguistique et c'est un projet moral. L'orthographe devient la norme. Celui qui fait des fautes d'orthographe commet une erreur, un péché, un crime même. L'Académie française reçoit l'autorisation de légiférer en matière de langue. Avant, on écrivait un peu comme on voulait. Lamartine disait d'ailleurs la grammaire, science des idiots. Un projet industriel, c'est de cette époque-là que date l'édition moderne. Hachette a vécu, et vit encore bien sûr, Hachette a vécu sur les manuels scolaires. C'est un projet corporatiste de promotion professionnelle. La fonctionnalisation progressive des enseignants, le fait qu'on leur reconnaît une compétence spécifique, est due au fait qu'ils savent utiliser, comme je le disais tout à l'heure, le manuel scolaire. Et d'où d'ailleurs les raffinements de l'orthographe, parce que plus on raffine sur l'orthographe, plus en fait on valorise la compétence de celui qui est le maître de l'orthographe. La dictée d'ailleurs, de ce point de vue-là, est l'exercice par excellence. Et puis un projet philosophique, un projet laïque, d'une certaine façon, les fameux hussards noirs. De tout cela, qui forme un paradigme, la question se pose de savoir ce qui reste, ce qui se retrouve ou ce qui se change par rapport aux ardoises numériques. Et la question, évidemment, va être de savoir ce qui se passe lorsque ce manuel, dont je vous ai montré qu'il est au cœur d'une constellation technique et au cœur d'un changement
paradigmatique de l'école, ce qui se passe quand ce manuel est contesté, parce qu'en fait, le paradigme lui-même dont il est partie prenante et dont il est le cœur est lui-même contesté. Outil paradoxal que le manuel scolaire aujourd'hui, puisque comme vous le savez, il reste un dispositif extrêmement apprécié par les enseignants, encore plus par les élèves et encore plus par les parents, et en même temps, on le voit, toutes les enquêtes le montrent, et en particulier l'excellent rapport qui a été fait par l'inspection générale sous la direction d'Alain Serré et Anna-Marie Bassi le montre, après d'ailleurs le rapport Borne qui le disait déjà. En fait, les enseignants ne se servent plus du manuel scolaire, ou en tout cas s'en servent moins et s'en servent à contre-emploi, ne s'en servent plus selon la logique du manuel scolaire. Alors, je ne vais pas m'étendre trop longuement sur la crise du manuel scolaire et la crise du paradigme. Vous connaissez sans doute aussi bien que moi les diagnostics qui ont été faits. Je dirais que d'une certaine façon, on trouvera chez François Dubé et dans Le déclin de l'institution, dans le livre qu'il a écrit, Le déclin de l'institution, un certain nombre d'éléments intéressants qui montrent que, en fait, la discipline scolaire, la reconnaissance de la valeur sociale et de l'utilité économique de la culture scolaire sont aujourd'hui contestées. Et la question qui se pose, c'est mon troisième et dernier volet, va être de savoir, eh bien justement, si un nouveau paradigme se met en place et dans quelle mesure l'ardoise numérique pourrait contribuer à l'avènement de ce nouveau paradigme. Alors, je dois vous dire tout de suite, pour que vous ne soyez pas déçus, je ne vais pas véritablement apporter de réponse à cette question. Je voudrais juste éclairer un peu le problème. Il me semble que le point de départ pourrait peut-être être le constat que face à la triple complexification des pratiques, avec des situations pédagogiques qui changent, des publics qui changent, des trajectoires des élèves et également des enseignants, et la complexification des ressources offertes. Tout à l'heure, je parlais avec Jean-Louis Durper, nous parlions d'avalanche des ressources. Face à cette triple complexification, l'institution éducative et les acteurs de l'institution ont besoin de dispositifs, d'outils d'intermédiation. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que, je ne vais pas vous le montrer tout de suite encore, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que l'ardoise numérique, avec d'autres outils que je vais évoquer, la plateforme de ressources ou la plateforme de gestion, le NT, le TBI ou le TNI, que l'ardoise numérique s'inscrit dans un ensemble de dispositifs qui ont comme fonction principale, comme fonction centrale, la fonction d'intermédiation. Qu'y a-t-il d'intermédiation dans l'ardoise numérique? J'annonce les 3 points que je vais rapidement évoquer. L'ardoise numérique, c'est un concentrateur de contenus hétérogènes, c'est un organisateur d'outils et de médias disparates, et c'est un opérateur de mobilité spatio-temporelle. Tout cela, c'est la fonction d'intermédiation. Concentrateur de contenus disparates. Si vous vous amusez à identifier, à recenser toutes les ressources qui passent, qui transitent par une tablette numérique, vous observerez, vous serez sans doute même frappé par la très grande hétérogénéité de ces ressources. De ce point de vue-là, je peux m'appuyer, pour identifier quelques-unes de ces ressources et les classer, sur les enquêtes qui ont été réalisées par Corellis, la plateforme qui d'ailleurs est en usage dans cette académie, et qui est un excellent observatoire, me semble-t-il, de ce qui passe et de ce qui est utilisé. Je pense qu'on peut s'apercevoir que ces ressources peuvent être classées selon 2 axes qui se croisent pour définir une sorte de matrice. Le premier axe, c'est celui de la permanence versus impermanence, et le second axe, c'est celui de la provenance éducative, provenance non éducative. Sur le premier axe, un manuel homothétique, ou spécifique d'ailleurs, c'est une ressource permanente, ou en tout cas durable. Un manuel personnalisable et personnalisé par l'enseignant ou par l'élève, c'est une ressource non permanente. De même, un site d'entreprise est, je pense, souvent plus permanent qu'un bloc d'élèves. Et cette question de la permanence est fondamentale, parce que tout enseignement qui se fonde
sur le renvoi à un certain nombre de ressources exogènes, a besoin de compter sur la permanence de ces ressources. Deuxième axe, second axe, celui de la provenance éducative, avec là encore une bipolarité et toute une série de gradations. Un site académique, c'est un produit institutionnel. Le site d'un enseignant l'est aussi, mais un peu moins. Celui d'un élève l'est encore, mais encore un peu moins. Un site d'entreprise destiné à des élèves, Nestlé par exemple, l'est encore moins. Et ne le sont plus du tout les sites tels que l'Encyclopédia Universalis, Le Monde ou Alternative économique, qui pourtant servent beaucoup, on le sait à travers les analyses de Corellis, servent beaucoup aux usages pédagogiques. Que constate-t-on? Toutes ces ressources sont des ressources très disparates, qui relèvent de statuts très différents les uns des autres, mais dont l'utilité pédagogique n'est pas moins grande et qui toutes transitent par l'ardoise numérique. D'où la tentation, évidemment, de faire servir à l'ardoise numérique, de faire jouer à l'ardoise numérique le rôle d'une sorte d'aiguillage, de filtre, de guide. Et je pense que cette responsabilité de filtre et de guide, c'est celle précisément de l'institution éducative et des enseignants. Je voudrais insister sur la deuxième caractéristique. Les tablettes numériques, les ardoises numériques, ce sont des organisateurs d'outils et de médias. Dans un que sais-je, que j'ai publié il y a un an, j'essaie d'analyser les industries éducatives en montrant que 4 grandes filières historiques structurent les industries éducatives. La première, c'est l'édition scolaire. La deuxième, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique pédagogique, mais qui a été très tôt, au même moment que l'édition scolaire, c'est-à-dire dans les années 1800, c'est la mécanisation pédagogique, les fameuses machines à enseigner. Le troisième, c'est la formation à distance, elle aussi contemporaine de l'invention du manuel scolaire et de la machine à enseigner. La formation à distance naît en Angleterre quelques semaines après l'invention du one penny black, c'est-à-dire du timbre poste. Ce n'est pas étonnant. Il faut des timbres, il faut de la poste pour envoyer des cours par correspondance. Et quatrième, autre grande filière industrielle, les outils ou les programmes éducatifs non formels. Tout ce qui concerne se divertir en apprenant ou apprendre en se divertissant. Ces 4 grandes filières, qui sont nées toutes en même temps, au cours des mêmes décennies, entre 1807, l'invention de la première machine à enseigner, et 1833, ces 4 grandes filières cohabitent depuis cette date, depuis leur naissance, et produisent chacune des ressources qui sont hétérogènes. Un manuel, c'est un auteur, une informatique pédagogique, il n'y a pas d'auteur, etc., etc. Le problème, c'est que l'excroissance de chacune de ces filières a fait qu'on est dans une sorte de cacophonie, ce qui a justifié l'arrivée d'une 5e filière, la 5e grande filière industrielle historique, mais qui, elle, est née en fait dans les années 1960, et qui est celle, en fait, des réseaux d'établissements, au tout début, puis des plateformes de ressources, puis du tableau numérique, et aujourd'hui, me semble-t-il, de l'ardoise numérique. Autrement dit, il me semble qu'on trouve, à travers ces 4 systèmes techniques, plus ou moins complémentaires, y compris au niveau des normes et des formats, il y a des incompatibilités, comme vous le savez aussi bien que moi. Mais en tout cas, on trouve à travers ces 4 dispositifs une constellation à peu près cohérente d'agencements stratifiés, en quelque sorte, qui contribue à mettre en œuvre cette fonction d'intermédiation. Avec d'ailleurs 3 phénomènes que je voudrais citer. Le premier, donc, tient à ce que les acteurs industriels de cette dernière filière, de cette 5e filière, imposent leurs lois aux 4 autres. Évidemment, les éditeurs ne sont pas entièrement satisfaits de ce qui se passe, surtout quand ils essaient eux-mêmes de lancer leur propre plateforme, mais force est de reconnaître que Corellis marche peut-être mieux que KNE ou CNS. Deuxièmement, déplacement des fonctions de production, d'édition, vers des fonctions d'intermédiation. Et du même coup, c'est la 3e caractéristique, une fonction d'intermédiation
qui donc pratique un regroupement raisonné des ressources autour d'un point d'accès unifié, celui qui tient le point, c'est celui qui tient tout, une interposition active entre les ressources et les usagers, celui qui tient le point d'accès unifié à la connaissance des usages. Il a donc la possibilité de monnayer les informations qu'il a en amont du côté de l'offre, mais aussi à l'inverse. Et puis enfin, ces systèmes d'intermédiation recueillent des informations qui sont d'une très grande utilité, qui intéressent beaucoup l'institution, évidemment, sur les usages, sur les pratiques, mais qui intéressent d'autres, bien sûr, les industriels eux-mêmes. Enfin, troisième et dernière caractéristique, et j'en aurai fini, l'ardoise numérique, c'est un gestionnaire de mobilité. La chose a été dite ce matin à plusieurs reprises, je n'ai donc pas besoin de m'y étendre trop longtemps. L'apprentissage, c'est par définition, vous le savez, une activité mobile. Mais il faut bien reconnaître que les flux, la mobilité des apprenants et des apprentissages se sont considérablement amplifiés au fil des années. De l'établissement à la maison, à l'intérieur de l'établissement de classe en classe, ou de la salle de classe à d'autres espaces, le CDI, Centre de culture et de connaissances et de culture, pour ne pas dire Learning Center, du scolaire au parascolaire, du scolaire au professionnel, avec les stages, évidemment, avec le rôle des portfolios. Bref, tous ces éléments, toutes ces hétérotopies qui conduisent l'ardoise numérique à être non seulement le continuum, mais aussi le lieu de la sédimentation, le point d'ancrage du travail, de la production des élèves. Le point aussi sur lequel s'évalue le travail de l'élève. Et de ce point de vue-là, je pense que l'ardoise numérique s'inscrit dans cette tension, qui est une tension historique de l'école, entre la stabilité et la mobilité. Les corps à l'école sont contraints, mais les esprits, eux, au contraire, sont invités à se déplacer, à s'élargir. Donc ce processus contradictoire, cette tension productive propre à l'école entre fermeture et ouverture. Et de ce point de vue, mieux peut-être que le cahier de texte traditionnel, mieux que le bulletin, etc., ou en tout cas avec le bulletin numérique, avec le cahier de texte numérique, l'ardoise numérique participe précisément de ce vade-mecum creusé, point d'ancrage, de l'organisation spatiale de l'ensemble de la pratique scolaire. Pour les trois raisons que je viens d'esquisser brièvement, du côté des ressources, du côté des outils et des médias, et enfin du côté des pratiques, l'ardoise numérique, je voudrais vous en avoir convaincu, l'ardoise numérique est bien au cœur des fonctions d'intermédiation, et ces fonctions d'intermédiation, elles me semblent elles-mêmes être au cœur du renouvellement du paradigme productif, dont, d'une certaine façon, nous sommes les observateurs, mais dont nous sommes aussi les praticiens.